C'est important, c'est toi qui vas prendre la suite. Parce que tu comprends ces histoires-là, après on les raconte plus. Donc c'est toi qui vas faire le lien. Là, mon soeur, elle est en EHPAD, elle a 94 ans. Et là, c'est Wally, elle est décédée, Wally. Parce que Wally, elle était beaucoup plus vieille que moi, regarde. Là, c'était une dame déjà qui avait 3 garçons, qui avait des petits-enfants. Tu sais, ça m'a fait quelque chose, cette photo. Parce que c'est à partir de là que vous avez tout ça. Bah, mais quand je vous ai raconté l'histoire que mon père cachait des juifs dans des caisses de sa voiture, et qu'on leur donnait à manger, et que c'était le rationnement. Et ma mère, elle gardait les tickets je vous l'ai dit, pour faire des gâteaux. Mais ma petite sœur, Nicole, quand on lui en parle, elle, de la guerre, elle a dit je ne veux pas longtemps. Je me souviens que d'une chose, c'est que c'est pas nous qui mangeons le chocolat, le beurre et le sucre, c'était les gens que mon père cachait dans la voiture. Voilà, c'est mon père, et là c'est M. Finkel, celui dont on a gardé les cartons. Moi, c'était l'employé de mon père. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais on m'a demandé, mais est-ce que c'est ton père qui a dit, est-ce que tu connais la signature? Mais j'ai dit, bien sûr, c'est la signature de mon papa. C'est important avec les grands-parents de discuter, de raconter leur histoire. Il y a sûrement des tas de photographies. On a retrouvé plein de trucs. Et ben voilà, c'est important. Voilà, et il ne faut pas que c'est à vous de raconter un jour qu'on raconte quelque chose. Nous, on vous confie cette mission. Est-ce que vous avez déjà parlé avec vos papis-mamies de cette histoire? Oui. Moi, j'ai une grand-mère, elle en parle beaucoup. Et qu'est-ce qu'elle raconte? Et après, il y a beaucoup de familles, il y avait les grands-pères qui étaient à la guerre. Ouais. Et du coup, souvent, ils ont été tués à la guerre. Non, moi, il était prisonnier, après ils l'ont lâché et du coup, il est resté la vie sauve. Non, on lui a arraché les dents. Elle sourit un peu parce que là... Mais la petite souris, elle a dû passer. Moi, je me suis jamais renseignée sur mes grands-parents, mais je crois qu'il y en a des 4 de mes arrière-grands-parents, ils l'ont fait. Okay. Est-ce que ça te donne envie d'en parler avec tes parents, de voir si tu peux découvrir des choses? Oui, c'est intéressant parce que je les ai jamais connus, donc on va apprendre plus de choses sur eux. Il y a 5 ans, quand j'ai pris ma retraite, l'idée c'était de mettre mes compétences d'historienne au service de mes amis. Et donc une amie, Arlette, avait son père qui avait caché des juifs durant la guerre. Donc je voulais faire un travail pour qu'il soit honoré et qu'il devienne juste parmi les nations. Donc ça n'a pas pu aboutir, mais entre-temps, Arlette m'a parlé d'une autre personne, Wally Boss, qui avait été aidé par son père à Cahors. Et donc j'ai entrepris des recherches, j'ai retrouvé les petites filles de cette Wally en Angleterre, et puis je me suis rendu compte que le mari de Wally, il avait été raflé à Nantes et déporté à Auschwitz. Donc j'ai voulu reconstituer son histoire de déporté. Et puis, comme c'était avec l'association du musée de la Résistance, Monsieur Couder, on a pensé que ça serait bien aussi de faire un éclairage sur ce qui se passait en zone sud, dans le Lot. Donc on a trouvé finalement, parmi les 39 juifs qui avaient été déportés en août 1942, on a trouvé Otto et Margaret Strakos qui correspondaient au profil de Sigi. Et donc j'ai réussi à retrouver leurs descendants en Suisse, et donc j'ai raconté leur histoire. Et donc cette histoire, ça s'appelle Destin brisé, parce que finalement, ces gens qui avaient eu une existence intéressante, qui auraient pu avoir un autre destin, finalement, leur destin, il a été brisé en 1942, parce qu'ils ont été déportés, assassinés à Auschwitz, parce qu'ils étaient juifs. Donc l'objectif de l'exposition, c'était de retracer cette histoire. Et maintenant, l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est de faire parler leurs descendants pour qu'ils se rendent compte pour ce qui libère leurs paroles et qu'ils sortent de ce silence qui était aussi bien toxique pour eux. Et donc là, et surtout, on voulait aussi que cette conférence, elle s'adresse aux jeunes générations pour leur faire comprendre l'importance de la mémoire. C'est à eux maintenant de devenir aussi des passeurs de mémoire. Et donc on s'adresse à eux, on essaie d'aller vers eux justement. Et donc cette exposition, elle est itinérante à travers le Lot.
Et donc, on espère que finalement, peut-être d'autres histoires vont être découvertes et qu'on aura d'autres destins brisés qu'on va découvrir. La guerre, c'est pas dans les livres, c'est pas que des armées, c'est aussi des gens qui au quotidien vivent et font des choses extraordinaires. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant. Et c'est très intéressant de partager ça avec les enfants, puisque cet après-midi, il y avait les élèves de l'école élémentaire, et demain, il y aura des collégiens, et qu'ils voient que chacun, à notre niveau, on peut faire bouger les lignes un petit peu, et on peut quand même influencer la ronde du monde, voilà, à notre échelle. Les descendants qui sont là ont voulu déchirer le voile de silence qui s'était abattu sur ces histoires, parce que personne n'avait parlé de ces histoires-là. Et donc finalement, ce qui est important, leur message, c'est qu'il faut absolument transmettre la mémoire. Hein, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure aux enfants, et donc c'est le but de cette conférence. Juste une petite présentation. Sigismond, qu'on appelle Sigi, était un grand directeur d'une entreprise canadienne de machines agricoles Massey-Harris, peut-être plus connu sous le nom pour vous de Ferguson. Et il était juif. Son épouse, Wally, elle était protestante. Mais comme elle était citoyenne russe, elle était considérée comme une ennemie du Reich. Et donc, elle aurait pu être internée. Et donc, l'entreprise de son mari, Massey-Harris, a exfiltré Wally de Nantes. Elle est passée clandestinement la ligne de démarcation. Et le père d'Arlette, Thurillier, ici présente, ensuite s'est occupé de Wally pour la faire venir à Cahors. Et elle a été aidée à Cahors par un concessionnaire Massey-Harris qui s'appelait Edmond Seillon. Donc les petits-enfants de ces personnes-là, elles ne connaissaient pas l'histoire de ce grand-père. Et d'autant plus que finalement, il y a eu un problème de transmission. Linda savait que ses grands-parents étaient originaires de la Lettonie. La Lettonie, c'est une province de l'Empire russe. Et à l'époque, ils parlaient russe. Mais quand toute la famille ensuite s'est réfugiée au Royaume-Uni, a vécu au Royaume-Uni, à ce moment-là, toute la famille a adopté des codes de la société britannique et on a laissé de côté cet héritage juif. Et d'ailleurs, le père de Linda, Charles, ce document montre qu'il a anglicisé son prénom et il a même supprimé son deux seconds prénoms, Siegfried, qui sonnait trop allemand. Et il a adopté la nationalité britannique. Et il était très fier d'être britannique, il n'achetait que des voitures britanniques, il a encouragé l'équipe de rugby, et ce qui fait que tout ce qui était antérieur, ça avait été occulté. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que les fils de Sigi, finalement, réussir une vie sociale et professionnelle en Royaume-Uni, c'était prendre une revanche sur le destin brisé de leur père. Et nous, on parlerait de résilience. C'est-à-dire, la résilience, c'est la capacité à surmonter les traumatismes. Pour les fils de Sigi, le traumatisme, c'était la Shoah, l'extermination de 6 millions de juifs. Donc, quand on était juif à cette époque, on était recensé, on était fiché, on était raflé, on était interné, on était déporté, et ensuite, Sigi, Margaret et Otto, quand ils sont arrivés à Auschwitz, ils avaient 60 ans. Ils étaient considérés comme inaptes. Donc, ils ont été éliminés. Ce voile de silence, il s'est déchiré à un moment. Alors, pourquoi? Parce qu'en Écosse, ils avaient conservé une photo. Donc là, on a Wally, on est à la fin de la guerre, à l'automne 1944, et Wally, elle participe à des vendanges. Mais la famille de Wally ne savait absolument pas qui étaient ces personnes. Moi, je prends cette photo, on me donne cette photo, je la donne à cette dame-là, et cette dame, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, mais oui, c'est moi, là, sur la photo, c'est moi avec le chapeau. Et donc, à des milliers de kilomètres, finalement, on avait une photo qui a permis de reconstituer toute une histoire. Et c'est pour ça que, finalement, je me dis, cette exposition, elle s'appelle « Destin brisé ».
mais elle pourrait s'appeler aussi Destin croisé, parce que ces gens-là, entre ceux qui ont été persécutés et les gens qui les ont aidés, et aujourd'hui, finalement, on a des descendants donc, qui se croisent aussi, donc on a finalement une belle histoire. Je vais juste vous lire un texte intéressant de Karen, qui est l'arrière-petite-fille, et qui dit des choses émouvantes. Alors, Karen, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Qu'est-ce que cette recherche a signifié pour moi? Sigismond n'a pas de tombe, mais je peux contribuer à l'honorer d'une autre manière, en racontant son histoire. J'ai vu que les traumatismes peuvent se transmettre dans les familles, mais que la recherche peut permettre de tourner la page. Partager cette histoire est un peu effrayant pour nous, car l'antisémitisme est toujours présent en Europe aujourd'hui. Mais c'est important, parce que certaines personnes disent que l'Holocauste n'a jamais eu lieu. Il a eu lieu. L'histoire de Wally est pleine d'espoir. Elle célèbre la gentillesse et les actes de courage extraordinaires de personnes ordinaires. J'ai appris qu'il ne fallait pas juger les gens pour leur choix. Les circonstances étaient extrêmement difficiles. Qui sait ce que nous aurions fait à leur place? Nous avons pu connaître Sigismond et Wally par leurs lettres, alors qu'avant il n'existait qu'en photographie. Le résultat le plus merveilleux de ce projet de recherche a été le renouvellement des amitiés entre nos familles après 80 ans. Avec M. Couder, quand on a fait cette conférence et cette exposition, on a pensé que ça serait intéressant de montrer à la fois l'histoire de Sigy, qui a été raflé à Nantes en zone nord, et de montrer en parallèle aussi un couple de juifs qui lui a été raflé en zone sud. Et donc maintenant, on va vous parler d'Otto et de Margaret Strakos. Je laisse la parole à Michael et son épouse Barbara, leur fils Nicolas. Ils arrivent de Suisse, il a un petit accent, mais ça passe quand même. Je suis le fils de Yvonne et elle était la fille de Karl. Et Karl était le frère d'Otto. Je veux vous présenter maintenant l'histoire de l'Otto. Que apprenons-nous d'Otto Strakos? Il était engagé politiquement. Il avait des convictions et il était un officier respecté. Il était bienveillant envers son pays d'accueil et le soutenait économiquement. Mais il était juif et en tant que royaliste. Il était opposé au national-socialisme. Sa foi libérale dans le judaïsme est également attestée. Il était également franc-maçon. Les francs-maçons étaient aussi persécutés par les nazis. Tout cela lui a coûté la vie. Bien que des amis ayant tenté de la convaincre de les rejoindre en Amérique, aux États-Unis, il est resté en Europe dans la zone d'influence des nazis en raison de son amour pour Margaret Herr, qu'il a épousée à Cahors peu avant leur déportation à Auschwitz. Malgré ses bonnes relations en France et son engagement auprès de Renault, Otto et son épouse Margaret ont été internés, déportés et assassinés à Auschwitz. Ce qui était intéressant, c'est la résistance civile, dont on ne parle pas souvent. Et là, on s'est aperçu que Massari, cette fameuse entreprise de machines agricoles, a mis en place tout un réseau, finalement, pour permettre donc à des juifs, de son personnel, d'être sauvés. Et ce qui est assez intéressant, finalement, quelque chose qui n'est pas du tout connu. Donc c'est une entreprise canadienne qui s'est implantée en France, qui s'est implantée dans le Lot, avec, vous avez la publicité, avec au départ, dans le Lot, il y avait encore des chevaux, des bœufs, donc ça s'est progressivement mécanisé, et ensuite ils ont fait de la publicité,
Ils ont vendu beaucoup de, je ne sais pas si certains peut-être ont connu des fameux tracteurs rouges, les tracteurs Pony. Et donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, à Cahors, il y avait donc un représentant Macéris, et c'est grâce à ce représentant Macéris que Wally donc a pu être hébergé. Macéris a mis en place un réseau avec à la fois donc un grand directeur au Canada, avec qui donnait des fonds, des directeurs à Paris qui faisaient passer les gens à travers la ligne de débarcation, des directeurs commerciaux comme le papa d'Arlette qui s'occupaient aussi d'aider, et puis des concessionnaires sur place qui trouvaient des gens pour cacher les gens, etc. Et donc tout ce réseau-là, finalement, est un réseau inconnu, pas développé, mais on sait aujourd'hui que finalement des personnes ont pu être sauvées parce que Macéris a mis de l'argent, parce que Macéris a mis des moyens pour sauver son personnel. Et donc maintenant, je vais laisser la parole justement à donc Arlette, dont le papa était directeur commercial de Macéris à Toulouse et qui s'est occupé de Wally, mais qui a fait aussi pas mal de choses à côté. Je suis née en 1934, donc en 1939, j'avais donc 5 ans. Et jusqu'à 1945, j'ai traversé malheureusement la guerre. Donc c'est pour ça que je peux un peu raconter pas mal de détails que j'ai vécu. Et alors Toulouse, bien sûr, est devenue le 11 novembre 1942 et passé en zone occupée, c'est-à-dire que les Allemands ont occupé toute la zone sud. Et là, à Toulouse, nous l'avons vu arriver, les tanks, et puis des colonnes d'Allemands qui défilaient au pas de loi en chantant. On pouvait les regarder, sans problème, mais surtout pas de commentaires, bien sûr. À cette époque-là, les machines agricoles, elles arrivaient dans de grandes caisses. Et les moissonneuses batteuses qui arrivaient, c'était carrément des bungalows. Ça, d'ailleurs, ça a servi de bungalow, c'était énorme. Et toutes ces caisses étaient entreposées dans les magasins généraux, au bord du canal, à Toulouse, où là, toutes les entreprises mettaient leur stock. Et là, au milieu de ces caisses, mon père avait mis sa voiture en enlevant les roues. Et c'est là que la famille Finkelstein se cachait toute la journée. Toulouse a été libérée le 21 août 1944. Et là, ça a été évidemment la liesse, la place du Capitole, comme dans les grands événements. Je me rappelle mon père, en tout cas, qui avait un pistolet. Bien sûr, je pense qu'il avait un pistolet parce que quand il partait dans ces voyages risqués, ils avaient peut-être ça pour se protéger. Moi, je n'ai jamais vu de pistolet à la maison. Et ils étaient avec des amis, des voisins, et ils tiraient des coups de pistolet. Et moi, ça m'a... J'avais jamais pas vu mon père dans cet état-là. Mais c'était de joie. Ça a été, pour moi, quand j'ai entamé cette histoire, ça a été une découverte extraordinaire. D'abord, parce que je ne connaissais pas bien mon père, et j'ai eu des moments très douloureux, mais heureusement, j'avais des bonnes Arlette qui m'ont donné l'énergie pour continuer les recherches, parce qu'elle faisait revivre des gens que j'avais connus, que je revoyais quand je venais chez moi, et que ils n'étaient plus là, et ça, je ne supportais pas. Mais heureusement qu'on est arrivé à ce résultat, Arlette. Merci pour ta pugnacité. Quand on a fait cette recherche, donc on a cherché aussi toutes les personnes qui avaient aidé Wally, et donc en particulier Edmond Seillon. Si vous connaissez Cahors, vous savez, il y a le boulevard Gambetta, il y a une grande verrière. Et donc Macéris avait son magasin là, et c'était donc M. Seillon qui le tenait. Et donc quand Karen et Linda sont venues à Cahors, elles ont voulu remercier les petits-enfants de M. Seillon. Et donc, on a retrouvé donc ces petits-enfants de Seillon. Et donc, c'était intéressant parce que tout le monde se retrouvait. Alors, une autre personne qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui, c'est Elisabeth. Elisabeth, c'est la fille de Georges Imbert. Georges Imbert, il avait une entreprise, il transportait du bois. Elisabeth, elle n'a pas su ce qu'avait fait son père durant la guerre. Elle a su un peu par l'intermédiaire de son frère, qui était un peu plus âgé et qui lui a raconté. Et là, le frère a raconté que, en particulier, les Imbert, ils avaient une maison, une métairie à Flognac,
et que dans cette métairie, elle servait finalement de repère à des résistants. Et là, c'est là qu'on voit qu'on croise finalement la résistance armée. On doit continuer cette transmission, on doit lutter contre l'intolérance parce que finalement, c'est comme ça qu'on va avancer ensemble et qu'on va aussi protéger nos valeurs et notre démocratie. Voilà, je vous remercie. Ce que vous avez raconté, ça m'a fait. Alors, il m'a parlé de quelque chose de net. Oui, il y avait un magasin dans ce c'est vrai. comme ma mère, elle a raconté ça. Voilà, et voilà. C'est un truc, voilà. Et j'ai retrouvé. Bien sûr, comme des brives. Des trucs qui se ressemblent. Oui, oui, oui. C'est parfois difficile. Quand on a porté ce projet, on a fait le choix de l'itinérance. C'est-à-dire que cette exposition, il faut à tout prix qu'elle puisse tourner dans le département du Lot, qu'elle ne soit pas centrée sur Cahors. Et donc cette rotation, cette itinérance, eh bien, figurez-vous que finalement, depuis le début du mois de mars jusqu'au 15 décembre, il reste 15 jours au mois d'août, sinon elle va parcourir le Lot. Alors ce qui est important pour nous, c'est qu'en fait, des histoires comme celles qu'on a rencontrées à Cahors, eh bien, on espère que nous arrivions à bousculer le silence dans tous les petits villages dans lesquels nous allons. Et pour une fois, ce sera bien parce qu'on va rencontrer des gens dans les petites communes. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, mais aussi on sent qu'il y a de la maturation. Et j'espère qu'on va arriver à enrichir justement le nouveau musée. Rendez-vous en 2026, où on pourra vous accueillir dans notre nouveau musée. Voilà, merci à tous. C'est-à-dire que chacun, on peut... Je me dis, tiens, j'aurais dû lui demander. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça. Parce qu'elle nous est grande, comme c'était la blessure, on peut la donner. Vous savez qu'elle est ainsi. De mon grand-père. Donc, et après, et alors c'est... Quel votre père entre les quatre? Eh bien, vas-y, cherche. Il est revenu, voilà. Et lequel? Ouais, vraiment. Donc, pour la famille de ces gens-là, c'est très difficile de dire qu'ils ont été gazés. Et on va dire qu'ils sont assassinés parce que gazer, c'est un traumatisme. S'ils n'avaient pas eu ça, ils auraient continué à avoir une belle carrière. Et ça a été prisé parce qu'en 1942, ils sont internés. S'ils ne savaient pas ça, ils auraient continué leur vie. Et là aussi, on a un monsieur qui est un peu particulier, c'est un Allemand. Mais c'est un anti-nazi. Massari, c'est une entreprise canadienne. Donc quand les Allemands arrivent en France, ils mettent sous séquestre cette entreprise. Mais ils font la gestion à ce monsieur donc un anti-nazi. Donc ce monsieur, finalement, il va permettre à ces juifs de continuer de travailler malgré tout. Donc, vous voyez, il y a plein de petites histoires comme ça qui fait que finalement, certes, il y avait des Allemands, il y a aussi des gens sur place qui ont aidé à la déportation. Parce que là, c'est pareil, quand Francis était gardé par des policiers français, le chemin de fer, il y avait des cheminots français. Donc finalement, les Allemands, ils ont eu de la chance, enfin, entre guillemets, ils ont eu tous ces gens-là pour les aider.
Et la solution finale, elle arrive parce qu'il y a tous ces gens qui permettent ces rouages. Alors, je suis touchée parce que c'est normal, hein, parce que je suis touchée à une professeur. Chaque fois que je parle de ça, hop, je replonge dans ce que tu as vécu. Et puis, mon père, moi je regarde, c'est l'émotion. Oui. Je peux écrire après ou pas? Non, c'est moi qui ai écrit. Ok. Après, c'est moi. De toute façon, on y va. Si elles sont anglaises, c'est pas français. On a ce devoir de mémoire, de transmettre. On ne s'arrêtera pas à une génération. Il faut que les générations continuent de s'intéresser à cette époque qui a été très, 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 très douloureuse. Et il ne faut pas que ça recommence, surtout. Donc il faut leur donner, il faut qu'ils se rendent compte, les jeunes, de ce qu'on a traversé. Et d'ailleurs, les questions qu'ils m'ont posées, ils se sont intéressés surtout aux difficultés que j'avais pu rencontrer, moi, enfant, pour sortir, pour toutes les contraintes qu'on a subies pendant la guerre. Ça les a beaucoup intéressés. Peut-être plus que la vie politique à cette époque-là. Donc c'est pour ça que je pense que l'histoire ne s'arrête pas là, l'histoire continue. Et eux aussi vont être des passeurs de mémoire. Je souhaite qu'ils le soient et il faut qu'ils œuvrent dans ce sens-là.